Votre Excellence, ambassadeur Simba. Nous sommes vraiment ravis que vous nous ayez accordé cette opportunité. Nous sommes Martha Radalska et Anna Sarpati de l'Institut pour la diplomatie culturelle. Et nous aimerions commencer cet entretien avec une question sur votre carrière diplomatique. Donc, votre illustre carrière a débuté avec votre nomination en tant qu'ambassadeur en République d'Autriche, ainsi que représentant permanent auprès des organisations internationales à Vienne. Ensuite, vous êtes maintenant actuellement ambassadeur du Maroc en Allemagne. Et vous avez aussi occupé plusieurs postes de direction au sein du cabinet, au sein du secrétaire des États aux Affaires étrangères du Maroc. Et nous aimerions vous demander, pourriez-vous nous dire ce qui vous a motivé à poursuivre une carrière diplomatique? Volontiers. Je voudrais d'abord aussi vous remercier d'être venu, vous intéresser un peu à la vision du Maroc, un peu sur la diplomatie culturelle, dont on va parler durant notre entretien essentiellement. Mais je voudrais aussi dire combien je suis heureux de vous recevoir, représentant l'Institut pour la culture et la diplomatie de Berlin, avec lequel notre ambassade entretient des relations soutenues, avec lequel nous organisons de temps à autre des manifestations, des événements, genre conférences ou bien des discussions, débats sur les sujets intéressants du Maroc. Par rapport à votre question plus précisément, il y a si vous voulez, les raisons sont diverses qui m'ont poussé à faire de la diplomatie. D'abord, un intérêt prononcé depuis mon jeune âge pour les relations internationales, c'est clair. J'étais un lecteur assidu de revues, de périodiques, de journaux qui s'intéressaient à cela et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très vivant, qui reflète la réalité du monde tel qu'il est, mais en même temps aussi de complexe. Et toujours face à la complexité, on cherche à en savoir davantage et c'est ce qui m'a poussé un peu à suivre cette carrière. Deuxièmement, c'est en relation avec, je ne veux pas être comment dirais-je, très ambitieux sur ce plan-là, mais c'est aussi ou bien excessif, mais c'est en relation avec l'évolution de mon propre pays. Mon pays, comme vous le savez, a connu des périodes difficiles durant le XXe siècle. Il a subi ce qu'on appelle le protectorat, avec tout ce qui s'ensuit. Et donc il y a eu un mouvement national, l'indépendance. Il se trouve que parmi les gens les plus proches, en l'occurrence mon père, a joué un rôle dans le mouvement national. Et donc c'était aussi faire de la diplomatie, c'est être parmi ceux qui défendent le pays, qui défendent les intérêts du pays. Et je vis un peu la chose comme ça. Ajouter à cela le fait que plus largement, en dehors de ma famille, mais dans mon entourage plus largement, il y avait des gens qui ont opté pour la carrière. Et c'est ce qui m'a amené, après mûre réflexion, parce qu'au début, je me disais pourquoi ne pas faire une carrière universitaire, qui est aussi très riche d'enseignants, de chercheurs sur ces sujets-là. Mais après avoir longuement mûri ma réflexion, je me suis orienté vers le travail diplomatique. Et je pense que je ne regrette en rien, loin de là, ce choix, puisque malgré les contraintes, malgré aussi les difficultés qu'on peut confronter dans ce type de carrière, ça reste une carrière qui est bien adaptée à partir du moment où on est vraiment motivé. C'est comme, si vous voulez, comme on dit en langage ecclésiastique, un sacerdoce. Vous voyez, on fait un peu un don de soi si vraiment on est motivé pour travailler dans ce domaine. Parce que ça habite la personne. Je n'exagère en rien, je prends les choses comme ça. Et cela, je pense, est partagé par de nombreuses personnes, et pas uniquement ma modeste personne à moi-même. Merci. Comment définiriez-vous la notion de diplomatie culturelle et comment peut-elle renforcer les liens entre Allemagne et Maroc? Oui, aujourd'hui, on utilise beaucoup de qualificatifs pour parler de diplomatie. La diplomatie publique, la diplomatie économique, etc. Et bien sûr aussi la diplomatie culturelle. Je
pense que la diplomatie culturelle, c'est très simple. C'est un renforcement très profond des liens entre deux pays concernés. Pourquoi je dis très profond? Parce que tout ce qui touche à la culture est fondamental dans la compréhension, dans le dialogue, dans le respect de l'autre. Vous savez, je pense que c'était Malraux qui disait la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et donc, c'est quelque chose de fondamental, à nouveau. D'autant plus que les peuples sont divers, les histoires sont différentes, les évolutions sont différentes, et qu'il y a souvent des raisons entre deux États, entre deux pays, entre deux peuples. Malheureusement, les choses sont comme ça. Il y a souvent des raisons pas de confrontation, mais en tout cas de malentendus qui se posent. Parfois des divergences d'intérêts, n'est-ce pas? Parfois, et comme on le voit dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Alors la culture est là pour garder des ponts, pour garder des liens, pour aussi s'enrichir mutuellement, pour se comprendre mieux. Et lorsqu'on parle diplomatie culturelle, ça veut dire avant tout chercher à comprendre l'autre, à mieux saisir l'autre, à mieux savoir cohabiter avec lui. Et je crois que le Maroc, ayant une longue histoire en tant que nation, n'est-ce pas, en tant qu'État constitué, et en tant que société ayant accumulé des traditions positives, mais aussi dans sa diversité, puisque nous sommes un peuple issu de beaucoup si vous voulez, de maillage, et de populations venant de différentes contrées dans le monde. Les populations connues pour être autochtones à l'origine du Maroc, mais s'étant enrichies par une arrivée d'autres populations venant de la péninsule arabique, de l'Afrique subsaharienne, voire même de l'Europe, n'est-ce pas? En tout cas, du pourtour méditerranéen. Nous sommes un croisement géographique, c'est clair. N'est-ce pas, le Maroc étant le nord de l'Afrique, mais aussi, si vous voulez, la partie septentrionale la plus avancée du continent africain et au voisinage immédiat de l'Europe. Donc nous sommes un croisement, un creuset aussi de culture et de civilisation, et aussi un croisement historique. Voilà. Donc pour nous, la diplomatie culturelle est un vecteur important. Et je crois que c'est vécu par tous les Marocains, pas uniquement pour les professionnels comme les diplomates. Et voilà. Donc, c'est aussi un outil qui nous permet de nous exprimer à notre manière, la diplomatie culturelle. Voilà. D'accord. Et comment l'ambassade du Maroc promouvoit-elle la culture marocaine à Berlin? Par exemple, la diaspora marocaine est-elle mobilisée à cette fin? Oui, nous avons, si vous voulez, au niveau de l'ambassade, un plan d'action. Je n'exagérerai pas en disant même une stratégie en matière de gestion de nos activités culturelles. Nous nous sommes posés depuis longtemps la question de savoir quel était l'axe, pour répondre à votre question, meilleur à choisir pour développer nos activités culturelles, pour faire la promotion de la culture marocaine, pour créer ce pont dont on parlait tout à l'heure. Et bien sûr, avec l'assentiment des autorités qui, bien sûr, nous dirigent, notre ministère des Affaires étrangères aussi, bien sûr, en particulier, mais aussi d'autres départements de notre gouvernement et d'autres secteurs de la vie culturelle au Maroc, nous avons choisi l'axe de la diversité, présenter le Maroc dans sa diversité culturelle, comme je disais tout à l'heure, la diversité de sa population. Ce qui fait qu'il y a une richesse, il y a aussi une propension
à mieux s'articuler, à mieux dialoguer avec nos partenaires, avec les secteurs intéressés ici en Allemagne par le dialogue culturel avec le Maroc. Et donc, à partir de là, nous avons défini un programme dans le cadre de cette stratégie dont je parlais, qui est celle de présenter tout ce que le Maroc a comme richesse dans sa diversité, au niveau même des différentes populations. Il faut savoir que nous sommes une population bien sûr unie, mais nous avons des origines différentes. Il y a des populations dites, si vous voulez, amazighes, d'origine berbère. Il y a des populations dites d'origine arabe. Il y a aussi des communautés importantes qui vivent au Maroc, comme la communauté juive. Et cela se reflète dans la façon dont nous nous exprimons culturellement. Et on a trouvé très intéressant de présenter ces aspects-là au public intéressé ici en Allemagne, de dire voilà quel est notre patrimoine réel, culturel. Et surtout, pas uniquement comme une image figée du passé, loin de là, au contraire, comme quelque chose de très vivant qui s'exprime aujourd'hui dans les créations, dans les œuvres, qu'il s'agisse que l'on parle de littérature, de peinture, de danse, de théâtre, de cinéma, tout cela s'exprime, n'est-ce pas, chez les Marocains. Et comment est-ce que l'on fait pour associer notre communauté marocaine ici en Allemagne, comme vous devez le savoir, je suis persuadé que vous le savez, nous avons quand même une communauté assez importante, pratiquement 180 000 Marocaines et Marocains qui vivent ici en Allemagne depuis longtemps d'ailleurs, pour la majeure partie d'entre eux, ça remonte aux années 60 du siècle passé. Eh bien, nous veillons toujours à toutes les manifestations que nous organisons d'y inclure notre communauté. Et pas uniquement à titre de présence comme spectateur ou bien juste comme observateur du tout. Nous avons organisé par exemple des expositions de peintres marocains vivant en Allemagne. Nous avons aussi souvent déplacé nos activités. Nous ne nous limitons pas uniquement à Berlin. Nous avons fait des manifestations culturelles importantes, par exemple à Francfort, à Düsseldorf et dans d'autres villes de l'Allemagne. Nous avons même organisé, par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelait la Semaine du Maroc en Allemagne, c'était en 2015, nous avons organisé une caravane du livre. Nous avons aussi des expositions mobiles. Par exemple, actuellement, il y en a une qui circule entre différentes villes en Allemagne qui s'appelle « La présence allemande au Maroc à la fin du 19e siècle ». C'est une série de photos anciennes avec des légendes, n'est-ce pas, et qui expliquent l'intérêt qu'avait déjà la population allemande, et en particulier le monde économique allemand à la fin du 19e siècle pour le Maroc. Et nous avons aussi, au niveau de notre communauté, souvent une participation directe aux activités, par exemple lorsqu'on fait des conférences-débats sur des sujets aussi importants que celui de l'intégration. Nous veillons à ce qu'ils viennent pour qu'ils partagent avec nous leur expérience sur la question de l'intégration dans la société allemande. Et donc, il y a la dimension culturelle. Parce que quand on parle d'intégration, il y a toujours la dimension culturelle qui joue un rôle important. Nous veillons à ce que notre communauté reste proche de ses origines, tout en l'invitant naturellement à bien s'intégrer dans la société où elle vit, parce que c'est aussi pour eux un devoir de présenter leur patrimoine culturel, de présenter leur identité d'origine, pour que la société dans laquelle ils vivent, la société allemande, n'est-ce pas, puisse aussi voir qu'ils sont porteurs de valeurs très importantes, qu'ils sont porteurs de richesses, qu'ils sont porteurs si vous voulez, d'un Maroc tel qu'ils le sentent, mais aussi tel que les Allemands devraient le sentir. Voilà. Ça fait partie de la profondeur du dialogue dont je parlais tout à l'heure. Ça fait partie des échanges entre les peuples. Et je crois que
le fait qu'il y ait aussi pas mal d'Allemands qui partent au Maroc, qui visitent le Maroc à titre de tourisme, mais aussi dans le cadre de leurs différentes activités économiques en particulier, contribue à faire en sorte que notre communauté joue un rôle central. Nous veillons à cela, qu'elle puisse jouer un rôle central. Il y a, c'est pour moi l'occasion de citer le cas de nombreuses personnalités, des dames, des messieurs, des jeunes, qui se distinguent en Allemagne. Dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique, nous avons des musiciennes accomplies qui travaillent dans des orchestres d'opéra ou bien des orchestres philharmoniques. Nous avons aussi, comme je disais tout à l'heure, des peintres. Nous avons aussi des auteurs, des écrivains marocains allemands qui vivent ici en Allemagne et qui reflètent en quelque sorte un peu notre culture. Voilà. Ok. Alors, la prochaine question, selon votre Excellence, quels sont les domaines de coopération les plus importants entre l'Allemagne et le Maroc? Et quels sont les domaines où vous pensez qu'il y aurait besoin de renforcer une coopération entre les deux pays? Nous avons au jour d'aujourd'hui une coopération bilatérale, j'utiliserai un terme un peu rébarbatif, très fructueuse, mais dans le sens étymologique du terme. Nous avons d'abord, je crois, sur le plan économique, établi un cadre concernant des secteurs d'ordre stratégique. Je vais parler d'abord de l'énergie. Vous savez que le Maroc joue un rôle de locomotive en termes de l'introduction des énergies renouvelables au plan mondial. Le Maroc est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources fossiles pour produire de l'énergie. Et donc, il y a des choix déterminants qui ont été faits, pas uniquement pour cette raison d'ailleurs, pour s'orienter vers les énergies renouvelables, mais aussi pour des raisons de protection du climat, bien sûr. Comme nous allons le constater, il y aura bientôt une conférence majeure, la COP22 en l'occurrence, qui aura lieu en début novembre prochain au Maroc, à Marrakech. Et il se trouve que l'Allemagne est l'un des pays les plus en pointe dans le monde dans ce secteur des énergies renouvelables, en termes d'ambition d'introduire les énergies renouvelables à un niveau très élevé dans la production d'électricité. Et c'est un domaine dans lequel nous avons un partenariat dit, si vous voulez, stratégique, dans lequel nous travaillons ensemble et dans lequel l'Allemagne s'implique énormément au Maroc par l'aide au financement de nos projets, comme par exemple la centrale de Ouarzazate, qui est aujourd'hui une centrale qui est devenue fameuse, mais aussi en termes de recherche et développement, mais aussi en termes de projets sur le terrain, par exemple dans la formation des jeunes qui doivent travailler dans ce secteur des énergies renouvelables. À côté de ce secteur proprement dit, il y a beaucoup d'autres, en particulier aussi la protection de l'environnement. L'Allemagne est très impliquée dans la protection de l'environnement au Maroc, par exemple en matière d'assainissement des liquides et aussi des matières solides dans les villes marocaines. L'Allemagne nous apporte un soutien depuis longtemps aussi en matière de gestion de l'eau. C'est un secteur aussi très important pour un pays comme le Maroc. Nous avons un climat un peu semi-aride. Et donc la gestion de l'eau pour nous au Maroc, question depuis longtemps au cœur de nos projets. Et l'Allemagne accompagne ces projets-là avec un transfert de technologie, avec aussi un transfert de savoir-faire. En dehors de ces sujets, si vous voulez, qui constituent une base solide de notre coopération, il y a une ouverture de plus en plus prononcée vers des investissements allemands dans le secteur industriel au Maroc. Nous avons aujourd'hui des compagnies importantes qui s'installent chez nous dans un certain nombre de secteurs d'ordre stratégique à nouveau pour le Maroc. Par exemple, la construction automobile. Nous avons des compagnies allemandes très importantes qui sont installées. Et aussi dans le domaine de la logistique.
Le Maroc est un pays qui s'ouvre, qui construit des ports très importants, qui sont aujourd'hui de réputation mondiale, comme par exemple le port de Tangier-Med. Nous avons un opérateur allemand majeur qui travaille sur place. Dans le domaine de l'agriculture, où le Maroc se distingue également, il y a une coopération très avancée. Il y a des centres d'excellence allemands installés au Maroc, là aussi, pour échanger nos expériences et pour travailler ensemble. Voilà. J'ai toujours considéré que l'espace de dialogue entre l'Allemagne et le Maroc est important, mais qui devrait s'intensifier davantage. Pourquoi? Parce que aujourd'hui l'Allemagne, c'est un peu le pays, la puissance économique en Europe, cela va sans dire. Elle est aussi le pays qui joue un rôle déterminant dans les choix de l'Europe. Lorsque l'Europe, par exemple, discute de sa politique de voisinage, lorsque l'Europe discute de sa politique de coopération, l'Allemagne est toujours là au centre, comme on a pu le voir dans de nombreux dossiers ces dernières années, au niveau européen, mais aussi extra-européen. On voit par exemple la détermination avec laquelle la chancelière cherche à relancer les négociations avec les États-Unis sur l'accord de libre-échange, qui est très important. On voit aussi le rôle qu'a joué l'Allemagne sur le dossier de la dette grecque. Et pour nous, donc, cette Allemagne qui joue un rôle fondamental en Europe, elle a un interlocuteur au sud de la Méditerranée, qui est le Maroc, qui est le pays le plus avancé dans son partenariat avec l'Europe au niveau du sud de la Méditerranée. Et donc, il y a une connexion à établir, comme je disais tout à l'heure, pour intensifier notre dialogue sur ces sujets-là, en dehors de la coopération que j'ai citée. Une vision. Nous sommes appelés à bâtir une vision commune sur cette politique de voisinage, sur ce que l'on veut d'un côté comme de l'autre, de notre futur dans nos relations bilatérales. Pour répondre à votre question, deuxième partie de votre question, où devrions-nous nous activer davantage dans notre coopération? Eh bien, je reviens à la culture. C'est, je pense, le secteur qui mérite qu'on développe plus. Parce que quand on parle culture, ce n'est pas uniquement des activités à caractère, si vous voulez, ludique, qui participent du plaisir, de l'œil ou de l'oreille, du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique. Tout ça, c'est fondamental, c'est important. Mais ça participe aussi, quand on parle culture, on parle éducation. Et nous aimerions, en particulier, renforcer nos relations avec l'Allemagne dans les échanges académiques. Mettre en lien nos universités, nos centres de recherche, créer des institutions éducatives allemandes au Maroc, par exemple, comme il en existe d'autres venant d'autres pays, pour préparer au mieux le développement de nos relations dans leurs diverses formes. Voilà. Ok. Donc, comme vous l'avez déjà mentionné, le Maroc bénéficie d'une position géostratégique vraiment privilégiée et dotée d'une grande diversité culturelle. Et selon vous, comment est-ce que le Maroc peut-il utiliser ses atouts pour agir en tant que médiateur entre les cultures européennes et africano-arabes et de là créer un rapprochement entre ces deux parties du monde? Ouais. Bon, le Maroc joue déjà ce rôle de façon très prononcée, très déterminée. Il n'y a qu'à voir, si vous voulez, l'événementiel culturel aujourd'hui au Maroc. Je pense que vous seriez surprise, n'est-ce pas, d'apprendre tout le calendrier et l'agenda culturel du Maroc. Nous avons développé, grâce aux orientations les plus hautes de Sa Majesté le Roi, un éventail d'activités culturelles de niveau mondial, pas uniquement régional. Si vous vous intéressez aux différents festivals qui ont lieu au Maroc, ce sont des festivals qui ont aujourd'hui une réputation assise, comme je dis, et où participent aussi ou viennent faire des performances des acteurs de la culture mondiale. Je cite par exemple
le festival du cinéma de Marrakech, qui a aujourd'hui une réputation bien connue, qui est ouvert sur tous les cinémas du monde. Chaque année, il y a un pays qui est l'invité d'honneur. De mémoire, je cite par exemple l'Inde, le cinéma de l'Inde, le cinéma d'autres pays qui viennent, et le cinéma français, bien sûr, étant donné quand même nos relations traditionnelles avec la France. Il y a aussi d'autres festivals comme celui de Mawazine qui s'appelle les musiques du monde, qui se tient chaque année dans notre capitale à Rabat. Et vous avez éparpillé dans toute la ville de Rabat et la ville de Salé, qui est la ville jumelle, des scènes où nous recevons des musiciens de réputation mondiale et aussi représentant les différentes musiques qui s'expriment dans le monde, la musique arabe, la musique occidentale, la musique africaine, etc. Nous avons aussi des festivals sur la musique traditionnelle, en particulier le festival de musique sacrée de Fès, vous voyez, où viennent là aussi s'exprimer les différentes tendances de la musique spirituelle dans le monde. Et tout cela fait en sorte que le Maroc se positionne, encore une fois, comme un croisement de cultures, et donc ouvert non seulement sur sa région stricto sensus, comme je disais, arabe, européenne, mais aussi vers l'Afrique, aussi vers le reste. À côté de cela, il y a une politique, là aussi, dirigée personnellement par Sa Majesté le Roi, qui s'implique dans la réalisation de ces infrastructures. Il y a une politique de construction d'une infrastructure qui puisse être, si vous voulez, le réceptacle d'activités culturelles de niveau mondial. Nous avons déjà construit un certain nombre de théâtres, par exemple le théâtre d'Oujda, mais aussi aujourd'hui des salles de concerts et des théâtres exceptionnels dans la ville de Casablanca et de Rabat, qui sont appelés à être ouverts aux différentes expressions musicales, mais aussi théâtrales et de toute forme de participation culturelle au niveau mondial. Et nous avons aussi une politique muséale, le renforcement des capacités de nos musées, le développement de nos musées pour être des lieux d'exposition exceptionnels. Nous avons par exemple ouvert le musée des arts modernes de Rabat, il y a de cela 2 années, qui a déjà commencé à se faire connaître en organisant des expositions, par exemple, sur le sculpteur Giacometti, vous voyez, absolument, et qui aussi a déjà abrité une exposition sur l'art moderne marocain, mais en dehors de ces activités qui se tiennent au Maroc même, nous avons de temps en temps des manifestations culturelles marocaines exceptionnelles, genre expositions sur le Moyen-Âge au Maroc, par exemple, qui ont eu lieu récemment à l'Institut du monde arabe, mais aussi dans les pays arabes du Golfe, mais aussi dans d'autres pays, y compris ce qu'on fait ici en Allemagne. On a fait des choses importantes, n'est-ce pas? Donc le Maroc s'exprime aussi à l'extérieur à travers pour répondre à votre question, c'est-à-dire pour jouer un rôle de trait d'union aussi, entre les cultures, et pour jouer ce rôle qui lui est très reconnu de présenter la diversité de son art culturel. Et j'y inclus dans cette diversité, bien sûr, l'art culinaire marocain, qui est bien connu et à travers lequel nos différents acteurs de la culture marocaine développent une politique de renouveau. Si vous voyez par exemple, nous avons une civilisation marocaine qui s'exprime dans le vestimentaire. Il y a la tenue marocaine traditionnelle, n'est-ce pas, pour les hommes, pour les femmes, à laquelle nous restons très très attachés, que nous portons dans différentes célébrations et occasions, qu'il s'agisse de fêtes
de l'ensemble de la société, n'est-ce pas, de fêtes religieuses, ou bien qu'il s'agisse de fêtes familiales, eh bien, il y a un renouveau vestimentaire et nous avons aujourd'hui des stylistes marocains qui participent profondément à l'enrichissement du vestimentaire marocain et qui font des expositions de par le monde. Et donc ça donne une idée sur la façon par laquelle la culture marocaine se prononce, cherche à dialoguer à travers ces différents outils dans le monde. Donc, le Maroc est une destination touristique très cotée, très fréquentée, surtout par les Européens. Et selon votre Excellence, comment est-ce que vous pensez que le tourisme peut être un vecteur efficace pour la diplomatie culturelle? Je pense que là aussi, sans exagération, loin de là, le Maroc a cette politique de faire du tourisme un vecteur culturel depuis longtemps. Nous n'avons pas opté depuis le départ, depuis notre indépendance, depuis que la question du tourisme est devenue un axe économique important dans nos choix. Nous n'avons pas opté pour ce qu'on appelle le tourisme de masse, qui peut être respectable, c'est la volonté de chacun de choisir, n'est-ce pas, quel mode de tourisme il veut suivre. Mais nous avons focalisé l'essentiel de nos infrastructures touristiques jusqu'au jour d'aujourd'hui dans nos médinas, dans nos villes anciennes, dans ce qu'on appelle le circuit impérial au Maroc, pour faire connaître aux touristes la véritable richesse patrimoniale, archéologique, voir comment les Marocains vivent tout simplement parce que nos villes anciennes, elles sont anciennes, mais elles regorgent de vie au jour d'aujourd'hui. Et pour certaines d'entre elles, elles sont maintenues un peu dans leurs aspects, tels qu'ils étaient depuis des siècles et des siècles. Je fais référence à la ville de Fès en particulier, mais il n'y a pas que la ville de Fès, il y a même des petites villes où il y a encore toutes ces traditions qui s'expriment et disséminées dans l'ensemble de nos régions géographiques. Donc un tourisme très prononcé sur le plan culturel, mais aussi de plus en plus un tourisme moderne, entre guillemets, le tourisme vert, le tourisme écologique, et aussi un tourisme, si vous voulez, de santé, parce que nous avons par exemple certaines régions où on adapte un certain nombre d'infrastructures selon les choix de nos visiteurs. Nous avons aussi une politique d'ouverture. Les Européens demeurent nos premiers visiteurs, mais sur d'autres régions du monde. Il y a aujourd'hui une politique très orientée vers, y compris la Chine, n'est-ce pas? De plus en plus aussi de touristes qui nous viennent des pays arabes et de l'Afrique subsaharienne. C'est important pour nous, parce qu'il y a un tourisme, il y a aujourd'hui une classe moyenne qui se développe en Afrique, qui a les possibilités de venir, de visiter, avec laquelle nous avons des relations profondes, y compris sur le plan culturel. Il ne faut pas l'oublier que le Maroc a été toujours, n'est-ce pas, un centre de réflexion sur la religion, un centre de rayonnement de la religion musulmane, n'est-ce pas, vers l'Afrique subsaharienne. Et donc ces relations participent de ce tourisme culturel. Et c'est pour ça que nous préservons tous ces aspects-là. Et nous pensons que c'est un choix idoine, parce qu'il ne s'agit pas uniquement que les gens nous visitent sans emporter avec eux non seulement les saveurs du Maroc, mais aussi, si vous voulez, l'esprit du Maroc, un peu la culture, la civilisation, le mode de vie des Marocains qui s'approche du mode de vie des Marocains, qui sont, je crois que vous en êtes convaincus, un peuple hospitalier, un peuple ouvert, qui aime l'échange avec l'étranger. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le tourisme connaît un certain succès chez nous. D'accord. Donc enfin, pour conclure, quel conseil donneriez-vous à de jeunes diplômés qui envisagent une carrière diplomatique? Moi, je pense que je n'ai qu'un seul conseil, c'est la motivation. Il faut être motivé pour faire ce métier. On ne peut pas choisir ce métier par hasard, comme si on choisissait, je ne sais pas, par la contrainte ou par... Il faut vraiment avoir la motivation, c'est ce qui distingue le tout dans le choix. Quand on est motivé, on aime son métier. Et quand on aime son métier, on s'exprime mieux. Il y a, pour de nombreux jeunes aujourd'hui, qui font des études adaptées à la diplomatie,
les sciences politiques, les relations internationales, le droit, voire même l'histoire, n'est-ce pas? Ils sont tous, si vous voulez, quand on est formé, ils ont la formation nécessaire, ils ont, comme on dit en anglais, le background, le référentiel nécessaire pour faire ce métier. Mais ce qui est fondamental pour faire la différence, c'est la motivation. C'est un métier, comme je disais tout à l'heure, qui a beaucoup de contraintes. Certains considèrent qu'il y a aussi des privilèges. Ça peut être un privilège de penser qu'on voyage souvent, qu'on peut vivre dans des pays différents, mais ça a aussi des contraintes. Ça a des contraintes sur le plan professionnel. Il faut aujourd'hui, bien sûr, cela va sans dire, être ouvert d'esprit pour faire ce métier. Un apprentissage des langues. Le monde d'aujourd'hui, beaucoup plus que par le passé, exige un très grand apprentissage des langues. Manier facilement 3, 4, 5 langues, voire même plus. Et bien sûr la culture. Parce que le métier de diplomate est un métier qui, je pense, allie de façon très harmonieuse le volet professionnel et le volet, si vous voulez, culturel. C'est fondamental. La culture, aujourd'hui, est le facteur qui va réduire les tensions très fortes que l'on sent dans le monde aujourd'hui. On voit, je ne voudrais pas rentrer dans le détail, il y a une volonté de se recroqueviller sur soi, il y a une volonté, n'est-ce pas, d'anathème, il y a une radicalisation dans toutes les sphères du monde, n'est-ce pas? Mais la culture est l'outil et le moyen qui permettra aux jeunes diplomates, et j'espère que ceux qui décideront de le devenir en seront convaincus, qui permettra à ce jeune diplomate d'avoir un dialogue et de surmonter ces difficultés que nous connaissons dans le monde aujourd'hui. Un diplomate, c'est aussi quelqu'un qui est convaincu que son travail, c'est travailler pour la paix dans le monde. Je ne voudrais pas être un idéaliste, mais j'ai toujours considéré que mon métier, modestement, à mon humble niveau, c'est de contribuer aux efforts pour la paix dans le monde. On a souvent amalgamé les diplomates avec des gens rusés, avec des gens, n'est-ce pas, qui cherchent avant tout à défendre des intérêts parfois égoïstes. Ça peut être vrai. Mais ce qui est aussi important, c'est que de dire qu'ai-je fait pour contribuer à ces efforts de paix, même de la façon la plus modeste. Je crois que, en revenant au début de notre discussion, encore une fois, développer des activités culturelles, ça participe à renforcer la paix. Voilà.